Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Nadav Rouge. Je pense que, si j'ai bien compris, on a très, très peu parlé, mais je crois qu'il est journaliste. Et puis, bien sûr, je suis sûre qu'il fait autre chose aussi. Donc, Nadav, bienvenue au programme franco-américain ici à San Francisco. Merci Aline. Et je vais peut-être préciser ce que tu fais parce qu'on s'est rencontrés que brièvement et je n'ai pas eu le temps de savoir exactement quelles sont tes fonctions ici à San Francisco. Donc tu étais de passage, je me rappelle, au concert de Simon Drey. Exact. C'était pour couvrir ce qu'il faisait ici? Oui, alors je suis venu donc à l'Alliance française pour avoir des contacts donc avec toute la communauté française à San Francisco. Et j'avais entendu parler de Simon Drey qui donc tient un show à la radio, je pense ici, à KUSF. Exactement. À Ouais. 90.3 Ouais. tous les jeudis. Et donc j'étais intéressé de voir ce que faisait un francophone à San Francisco D'accord. à la radio. D'accord. Et ça t'a plu? Enfin, tu as eu l'occasion de lui parler à la radio ou bien juste à l'Alliance? Eh bien, donc, je lui ai parlé donc à l'Alliance. Uh-huh. On s'est rencontrés, il m'a beaucoup plu. Le show était très, comment dirais-je, intimiste et Ouais. chaleureux. Uh-huh. Et ensuite, donc, il m'a invité à son plateau au studio à KUSF. Et tu es allé? Et tout à fait. Ah bon? Mhm. Oui, moi aussi, je suis allée. C'est sympa, c'est relax. C'est un peu comme ici, quoi. Tout à fait. Enfin, lui, il fait la radio, moi, je fais la télévision. Mhm. Et donc, tu as pu diffuser quelque chose? Tu as pu le mettre en rapport avec ta radio? Enfin, Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est... bon, je viens d'arriver donc dans la région. Et ce que je vais faire, je vais couvrir essentiellement tout ce qui a rapport avec la francophonie. Donc, les Français, qu'est-ce qu'ils font dans la région, combien ils sont, quelles sont leurs professions. Et mis à part cela, comme Kol Israël en hébreu, c'est une radio donc, qui est diffusée en Israël, en France, en Belgique et au Canada, en français. simultanément? Alors non, c'est pas simultanément, en fait c'est repris par... Par un satellite? Exact. Ah, d'accord. Donc les horaires sont un petit peu décalés. Et avant que je vende donc le morceau, un profil donc sur D'une Simon personne, Drey, ouais, ouais. une personne, il faudrait avant tout que je fasse du travail de fond. Ah, d'accord. C'est-à-dire D'accord. plus couvrir la communauté, ce qu'ils font, et ensuite commencer à... À savoir qui interviewer. Exact. D'accord. Et là, tu as détecté quelques personnalités que tu voudrais représenter, c'est ça? Eh bien, en fait, bon, comme ça fait que 3 mois que j'ai commencé mes recherches, je commence déjà à avoir une image de la communauté française. Je n'ai pas encore décidé quelle personne sur laquelle je ferai un profil dans les mois qui suivent, mais certainement Simon Drey sera un des premiers À être interviewé. Tout à fait. Et donc, il viendra dans ton studio et il vient par téléphone, c'est ça? Par téléphone, je fais ça par téléphone. Donc, c'est un interview avec deux headsets, c'est ça? Exact. D'accord, mais c'est sympa ça. Mhm. Et je pense que c'est une technologie par téléphone qui vous connecte, quelque chose comme ça? C'est très simple. Aujourd'hui avec enfin c'est pas de nouvelles techniques en fait. Je les appelle par téléphone. Ils C'est enregistrent. comme un three-way call, c'est ça peut-être? Non? Oui, un three-way call. Ils enregistrent donc La l'interview. conversation, oui. Ensuite, ils font un travail de mixage au studio et ils le passent à l'antenne. D'accord. Et on ne remarque pas la différence. C'est-à-dire si on n'a pas l'oreille habituée, on ne fait pas la différence. Sympa. Et quand vous étiez, par exemple, quand vous étiez en France, et je pense que vous avez fait ça de France aussi? Non, uniquement d'Israël. D'accord. Donc en Israël, vous vous baladez un petit peu dans plusieurs endroits et vous faisiez la même chose? Exact. Donc en Israël, quand j'ai commencé à travailler avec la radio, en fait c'est assez amusant comment j'ai commencé à travailler à la radio, ce qui se passait. À l'époque, donc c'est il y a à peu près 1 an et demi de cela, à l'époque donc je travaillais sur un livre de jazz. J'étais en train d'écrire un livre de jazz et je montrais à tous mes amis et connaissances le premier chapitre que j'avais donc fini. Et quelqu'un me rappelle que une amie d'une amie me rappelle en me disant bon ben je pense que je voudrais remettre ton manuscrit à une personne qui a une émission de jazz à la radio. Ah, super. Alors j'ai dit bon pourquoi pas, pour moi c'est bon. Et donc elle m'a invité au show. On a parlé donc du bouquin, on a parlé de musique. Et en sortant du studio sont passés deux journalistes français. Elle m'a présenté, elle a dit
c'est un jeune homme, c'est un grand talent, c'est un pic de la Mirandole, enfin voilà, que dis-je. Et ils ont immédiatement mis en contact avec l'éditeur donc, de la station. Et la semaine d'après, je commençais à travailler avec la radio avec absolument aucune expérience. Et d'ailleurs, je lui ai dit à mon éditeur, je lui ai dit, vous savez, je n'ai aucune expérience dans la radio. Il m'a dit, écoute, si tu es bon, tu restes, et si tu es pas bon, ben c'était un plaisir de t'avoir rencontré. D'accord. Donc, étant donné que c'est diffusé en Belgique, c'est en français alors? Oui, c'est le département français de Kol Israël, de la radio Voice of Israel. Ah, d'accord, d'accord. Bon. Et c'est bien capté, c'est bien écouté, ça a une bonne écoute? Eh bien, bon, comme c'est une radio qui est donc diffusée depuis Israël et qu'elle est en français, donc nous couvrons, si vous voulez, trois sujets. Le premier, donc, c'est les Français et la francophonie. Ensuite, donc, c'est tout ce qui a à voir avec les Israéliens, comme c'est une radio quand même israélienne. Ce qui se passe en Israël, il y a une très très grande communauté de francophones. C'est pourquoi ce département existe. Et également tout ce qui a à voir avec la communauté juive, donc ici à San Francisco. Donc tu vas peut-être faire une petite recherche aussi là-dessus. Exact. D'accord. Ben, c'est bien, tu as déjà Serge et moi, et puis Simon, tu as déjà trouvé 3. Exact. Tu vas peut-être trouver d'autres avec mes contacts, enfin, parce que j'en rencontre quand même pas mal moi-même. Et donc, tu as fait ça depuis 3 mois, tu as eu quelques feedbacks, qu'est-ce que les gens pensent de ce que tu as trouvé des gens déjà interviewés, ou bien tu commences, tu prépares le terrain là? Oui, tout ce que je fais pour l'instant, jusqu'à maintenant, donc j'ai préparé une proposition donc, pour le programme à la radio. Je leur ai envoyé tous les documents donc, que j'ai collectés pendant ces 3 derniers mois. J'ai reçu le feu vert il y a à peu près 3 semaines de cela, et j'ai donc commencé à parler au téléphone. Voilà. Et donc, ce que tu dis au téléphone en ce moment est diffusé, c'est ça? Exact. Mais il n'y a pas d'interview, c'est juste ta voix. Voilà, pour l'instant, donc, je ne fais pas d'interview, je fais uniquement des profiles? Non, pas des profiles. Pour l'instant, tout ce que je fais, c'est très général. Un rapport. Exact. D'accord, un petit rapport, 15 minutes, même pas. Moins que cela. Ah bon, d'accord. Donc, c'est, disons, un résumé de ce que tu penses qui est le plus important, c'est ça? Exact. Non, ce que je fais, c'est ils n'ont jamais eu un correspondant donc, ici dans la région. Donc, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée une niche et un intérêt. Donc, pour l'instant, ce que je fais, je couvre généralement tout ce qui se passe ici, combien de Français il y a, combien d'Israéliens sont dans la région, qu'est-ce qu'ils font. Quelles sont les organisations et les manifestations culturelles et toutes ces choses-là, donc très généralement. Et ensuite, je ferai donc des choses plus... Plus focused? Plus focused, exactement. J'oublie mon français. D'accord, je ne sais pas non plus comment on dit en français. Plus... je sais pas focalisé peut-être. Plus focalisé, voilà, d'accord. D'accord, et bien donc je voulais savoir peut-être qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Est-ce que c'était écrit quelque part que tu aimais la radio, ou bien c'est tout à fait par hasard? Alors, j'ai toujours beaucoup aimé la radio, et quand je suis donc parti pour le programme à la radio, le programme de jazz, j'avais espéré qu'éventuellement je pourrais collaborer avec l'animatrice de l'émission. Et finalement, donc j'ai... Tu as eu la chance. Oui. D'accord. Et justement, tu m'avais dit que tu aimais beaucoup le jazz, donc tu vas peut-être couvrir un petit peu les endroits de jazz de San Francisco, ou bien d'Oakland, où il y a beaucoup de jazz et de blues et ça. Tout à fait. Donc tous les festivals, que ce soit le festival de jazz, le festival de cinéma, tous ces festivals, je vais les couvrir donc, pour la radio. Tout ce qui est culturel, tu seras là-bas avec ton petit microphone. Exact. Et tu enregistres ça sur cassette, et puis tu peux toujours faire play et faire jouer la cassette. Tout à fait. Je peux leur envoyer donc, des cassettes. Par exemple, si je veux faire passer des morceaux de musique, exact, je leur envoie les cassettes par la poste. D'accord. Et est-ce que cette radio est en connexion aussi avec une télé? Pas que je sache. C'est juste audio, donc? Oui. D'accord. Donc, si tu leur envoies, par exemple, cette interview, ils pourront peut-être juste utiliser peut-être des clips de l'interview, le son seulement, c'est ça? Oui, ce serait possible. Voilà, c'est ça. D'accord. Et bon, peut-être tu pourrais nous parler comment que tu penses
achever tes objectifs en restant ici? C'est-à-dire, est-ce que c'est une mission limitée ou bien tu penses rester ou bien ça va être illimité? Alors, ce que je compte faire, moi je suis venu ici dans l'optique de travailler mon anglais, et être capable de travailler également avec la presse américaine ou anglophone. Donc en ce moment, j'étudie l'anglais. Et le journalisme? Et le journalisme, exact. Enfin, le journalisme, pas encore, peut-être l'année prochaine. Pour l'instant, uniquement l'anglais. D'accord. Et jusqu'à présent, tes 4 premières années à l'université, c'était un majoring en journalisme, non? Non. Mon billet, je l'ai fait donc à l'université Tel Aviv, en Israël, et je l'ai fait en Middle Eastern Studies, les études du Moyen-Orient, en arabe et en philosophie. Ah, donc ça n'a rien à voir avec la radio? Non, en fait, pas avec la radio, mais avec le journalisme. J'avais décidé que mon billet ne serait pas un billet en télécommunication ou en journalisme, parce que je pense qu'il faut avant tout se spécialiser dans un sujet pour être capable d'en parler. D'accord. Par exemple, hier, tu es allé au restaurant Middle East. C'est quelque chose qui t'intéresse ou bien c'est pas ça que tu as étudié? Enfin, ce que j'ai étudié donc, dans les études du Moyen-Orient, j'ai appris beaucoup de choses sur le Moyen-Orient, qui a une toute autre histoire que la France, tout comme les États-Unis. Bien sûr. Ils sont pas... Ils ont tous une... Oui, d'accord. Par exemple, tu vois une transposition, par exemple, de la culture du Moyen-Orient ici à San Francisco hier. Tu as vu un peu ça avec les musiciens arabes et tout ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, donc tu l'as étudié? Donc, c'est peut-être... tu pourrais peut-être aussi représenter le transfert des cultures du Moyen-Orient à San Francisco, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens, des Palestiniens, etc. On en a parlé d'ailleurs brièvement hier. Oui. Donc il y a un mélange de cultures ici à San Francisco que tu pourrais étudier comment ils sont atterris ici, pourquoi, comment et comment leur business se sont développés et pourquoi dans telle et telle branche de business. Enfin, hier, on en a parlé brièvement d'ailleurs. Oui. Moi, ce qui m'intéresserait de faire ici, c'est créer, peut-être éventuellement dans un café qui se trouve sur Divisadero. C'est donc un café qui appartient donc à un Palestinien. Je ne le connais pas personnellement, mais j'en ai entendu parler. Et je pensais éventuellement organiser là-bas des rencontres entre Israéliens et Palestiniens dans ce restaurant. Enfin, c'est un café. Pour faire des discussions. Pour discuter du processus de paix et faire ça d'ici. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour la radio chez moi, mais également pour la presse locale. Je pense que c'est très intéressant pour la presse locale. Il y a beaucoup d'Israéliens qui habitent à San Francisco et je viens découvrir qu'il y a également beaucoup de Palestiniens. Donc je pense que ce serait une bonne chose à faire. C'est une chose à laquelle j'ai pensé. Et ils vivent en paix ici. Ah oui, enfin. Ici, il n'y a pas de friction. Ici, on va, disons, au corner store et puis bon, c'est juste un businessman pour nous. Il n'y a aucune tension politique ou quoi que ce soit. Je me demande justement, toi qui as vécu en Israël et tout ça, est-ce qu'il y a des tensions entre les Palestiniens, non? Comment ça? Ici, quand tu vas, disons, dans un grocery store, bon, ils sont palestiniens, c'est un Américain pour nous. On ne les regarde pas comme des Palestiniens, comme... c'est-à-dire, il n'y a pas de politique du tout. Oui. Non, le tout, c'est très personnel. En Israël, quand je rencontre des Palestiniens... Vous êtes amis? On est amis, on se rencontre. Enfin, moi, en Israël, je suis de gauche, donc je suis pour la paix. Des Palestiniens, la seule occasion que j'ai eue de parler face à face avec des Palestiniens, ça a été avec l'association des étudiants de l'université Tel Aviv, qui a donc organisé dans une sorte de kibbutz. Une rencontre entre les étudiants palestiniens et les étudiants israéliens pour discuter de la paix. Et ça a été très intéressant de voir, déjà de rencontrer des Palestiniens, parce que
À Tel Aviv, je n'ai pas eu de lien personnel avec des Palestiniens. D'accord. Je n'en ai pas eu. Il y en a beaucoup plus à Jérusalem. Mais ils sont acceptés à l'université comme les Israéliens, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à D'accord. fait. Mais vous ne faites pas de... Disons, vous ne vous rencontrez pas en tant qu'amis après l'école, c'est ça? Il y en a qui ont des amis palestiniens, je n'en ai pas eu. Ce n'était pas un choix, mais c'était comme ça. D'accord. Et donc, pour l'instant, donc cette rencontre s'est bien passée? C'était sympa? Enfin, ils étaient plus ou moins amicaux, enfin... Bon, c'était amical. Je ne dirais pas que les discussions ne sont pas enflammées à certains moments, mais c'est très positif. Il faut libérer les poisons et en parler. C'est la meilleure chose à faire. D'accord. D'accord. Donc, tu penses faire la même chose ici? Parce qu'il y a Voilà. quand même les gens qui ont été, disons, transposés de la Palestine vers les États-Unis pour des raisons politiques, ont sûrement aussi des histoires à raconter Tout à fait. pour comment ils ont été transférés ici par leur famille, etc. Tout à fait. Donc, Et je pense que c'est toujours bien d'entendre donc les histoires de première source et d'affronter les problèmes de face. d'accord. Et est-ce que ta radio fait aussi des transcriptions, des interviews, ou bien de... C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont aussi un médium par écrit, c'est-à-dire un petit journal ou... Non. Donc tout est oral finalement. Oui. D'accord. Donc c'est toi qui décides, je vais couper ça, je vais ajouter ça, et puis tu... Ils font tout le mixage et Ils font le editing là-bas? Là-bas, oui. Ah d'accord. S'ils n'aiment pas quelque chose, c'est eux qui coupent? c'est eux qui coupent. D'accord. Donc il n'y aura rien de fait en direct finalement? Si, parfois c'est en direct. Ah d'accord. Ça dépend des... en fait, le problème, c'est il y a à peu près 10 heures de décalage, donc ça dépend quand je les appelle. Mais parfois, c'est du direct. D'accord. Et le décalage de combien? 9 heures, c'est ça? 10 heures. 10 heures, ah, d'accord. Donc tu ajoutes 10 heures, c'est ça? J'ajoute 10 heures, oui. D'accord. Bon, ben, je crois que c'est très intéressant. Bien sûr, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, si tu fais donc ces rencontres dans ce café, tu essaieras de faire quand même une petite publicité dans le journal français d'Amérique ou quelque part pour dire que ça se passe. Tout à fait. Et les rencontres seront donc en anglais ou en français? En anglais, éventuellement. Moi, je voudrais bien le faire en anglais, bien sûr, parce que pour que les Américains puissent comprendre et participer également. Et puis si tu veux les faire en français, fais-les à l'Alliance. Voilà, l'Alliance, c'est magnifique. D'accord. D'ailleurs, le directeur de l'Alliance est ouvert à des nouvelles idées et il est très accommodant. Et puis, Excellent. donc, si tu lui présentes une idée nouvelle et originale, je suis sûre qu'il te donnera une soirée, enfin, la salle. D'ailleurs, c'est une organisation justement pour ça. Enfin, elle est non-profit, donc les portes sont ouvertes à tout le monde pour ce genre de choses, justement. Excellent. D'accord, donc je te remercie d'être venu. Je suis sûre que j'apprendrai beaucoup plus. Ce qui serait intéressant, ce serait d'écouter ces programmes aussi à San Francisco. Est-ce qu'il y aura une possibilité? Je pourrais te remettre les cassettes, éventuellement. D'accord, d'accord. Mais il y aura peut-être un moyen de contacter une radio de San Francisco et leur demander s'ils veulent la diffuser. Ça serait très intéressant, mais c'est en français, donc... Ben, Simon André, il est en français pendant 1h30, donc il y a toujours une possibilité dans les radios culturelles d'être accepté. Comme par exemple, moi, je ne suis pas acceptée dans les chaînes commerciales parce que c'est en français, mais il y a toujours une chaîne qui accepte les langues étrangères. Donc, Excellent. d'accord. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu. Je suis sûre qu'on se rencontrera à nouveau peut-être ou à l'Alliance ou à ce café ou d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est très intéressant ce que tu fais. Je te souhaite beaucoup de chance et je suis sûre que ça va se développer et que ça va devenir quelque chose de très, très intéressant. Merci. Merci. Donc, c'était Nadav Rouch, qui est journaliste ici à San Francisco et qui amène quelque chose de nouveau et de très intéressant ici à la communauté française et israélienne et aussi américaine, je pense. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu. C'est moi qui te remercie. On a collé l'autre soir ces photos dans les rues. Ça faisait presque 10 ans qu'il n'était pas venu. Dans les théâtres l'hiver, il nous invente la mer. Le jeudi à la radio, il nous fait le bistrot. On est venu ce soir voir le chanteur. Le chanteur qu'il faut voir,
celui qui rit, celui qui pleure. Sous le soleil ambulant de quelques projecteurs, qui se fait bronzer tous les soirs sur le coup des 11 heures. Il nous fait croire un moment qu'il est devenu notre amant, juste le temps, c'est bien court, d'une chanson d'amour. On est venu ce soir voir le chanteur qu'il faut voir, celui qui rit, celui qui pleure. Si on croit les journaux, on le verra debout, après l'avoir attendu les deux pieds dans la boue. Comme on sera pas bien placé, on n'en verra que la moitié, mais la moitié qu'on verra, on s'en contentera. On est venu ce soir voir le chanteur qu'il faut voir, celui qui rit, celui qui pleure. Vers les minuit et demi, finira le hasard. On l'emportera chez nous au fond de nos mémoires. Peut-être que lui aussi nous emmènera chez lui pour effeuiller dans le noir nos visages d'un soir. On est venu ce soir voir le chanteur, et il peut bien pleuvoir, le cœur rempli d'espoir. On est venu ce soir voir le chanteur. Merci beaucoup. Comme je le mentionnais tout à l'heure, récemment, dans les 6 derniers mois, on a finalement vu la sortie d'un CD qui s'appelle Mama Dre Capture the Moment. Et sur ce CD, il y a des gens qui ont participé, des gens qui ont vraiment fait un effort remarquable avec moi. Et j'aimerais que vous applaudissiez mon copain Byron, qui va venir chanter avec moi une chanson de ce CD. Byron Jordan, ladies and gentlemen. Précisons bien que Byron is you're American, right? Oui. But he's bilingual because his parents are from France and Canada, but he grew up here, and he made tremendous effort to. He speaks French, but singing in French is not always that easy. He did a great job, and we ended up doing a great job together. So here is une chanson qui a été écrite par un Italien auteur-compositeur qui est mort maintenant. Une merveilleuse chanson écrite par Gianni Esposito. Comme on a parlé du chanteur tout à l'heure, on est tous là pour faire les clowns. Une chanson qui s'appelle La mort du clown. Sur un petit violon, et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon, et pour quelques spectateurs. S'accompagnant d'un doigt, de quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt, de quelques doigts, le clown se meurt. Une petite voix, comme il n'en avait jamais eu. Une petite voix, comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour et de la mort, sans être cru. Il parle de l'amour et de la mort, sans être cru. Se voi ne comprendete, si vous ne comprenez pas. Se voi ne comprendete, si vous ne comprenez pas. Almano ne ridate, au moins ne riez pas. Almano ne ridate, au moins ne riez pas.
Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Ma che va fatto di malo sta povera creatura. Ma che va fatto di malo sta povera creatura. Se voi ne comprendete, si vous ne comprenez pas. Se voi ne comprendete, si vous ne comprenez pas. Almano ne ridate, au moins ne riez pas. Almano ne ridate, au moins ne riez pas. Ah, ok. Il y a à peu près un petit peu plus d'un mois, on a eu le plaisir d'avoir ici Pierre Barou. Et Pierre m'a fait écouter une chanson qu'il n'a pas chantée ce soir-là, mais que j'ai trouvé que moi tout de suite cliqué dessus et j'ai eu envie de chanter. Je lui ai demandé si je pourrais la chanter dans le futur. Il m'a dit elle est faite pour ça parce que cette chanson va faire le tour du monde. Alors voilà. Ceux qui rêvent les yeux ouverts et ceux qui vivent les yeux fermés, ceux pour qui tout va tout à l'envers, jamais le cœur abîmé, résigné si quelques paumés de l'univers, au cabaret de la dernière chance, se retrouvent autour d'un dernier verre, vient prendre un air d'insouciance et danse. Si quelques paumés de l'univers au cabaret Nous avons ce soir avec nous Serge Chemla, que j'ai rencontré au DBF, qui a eu la gentillesse de venir sur notre plateau aujourd'hui. Serge, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est un honneur d'être parmi vous. Ok. Je voulais peut-être commencer par expliquer peut-être un petit peu en 2 mots qui vous êtes. Peut-être qui vous êtes, personne ne le sait, mais du point de vue business, peut-être ce que vous faites ici dans la baie ou peut-être dans San Francisco. Bien professionnellement, si vous voulez, j'ai passé presque 15 ans dans la banque commerciale et au cours de cette expérience, j'ai découvert qu'il y avait une lacune que ni les banques d'affaires ni les banques commerciales n'adressaient et que les petites et moyennes entreprises en souffraient. Et j'ai donc
voulu essayer de combler cette lacune en offrant les services aux petites et moyennes entreprises de la région ainsi que des autres États de la côte ouest. Et avec d'autres collègues, nous avons formé un réseau qui permet aux entreprises de se financer lorsque les banques traditionnelles leur refusent le financement. Je tiens à préciser que je ne suis ni un fonds de capital à risque, c'est-à-dire nous ne faisons pas de venture capital, et nous ne faisons non plus la banque commerciale traditionnelle qui, elle, doit être réglementée, et nous devons être donc régis par certaines réglementations auxquelles nous préférons ne pas nous soumettre. Nous sommes donc des intermédiaires entre les demandeurs et les offrants. D'accord. Et avec 15 ans d'expérience, vous pensez que vous connaissez assez de gens pour faire ça, c'est ça? Eh bien, nous connaissons assez de gens. Les gens dans ce pays bougent énormément. Les gens que vous avez connus il y a 10 ans ne sont plus dans les alentours. Mais il faut toujours renouveler et maintenir son réseau. Et donc, si vous voulez, nous nous sommes rencontrés à DBF et c'est dans des réunions de ce genre et aussi au contact d'autres personnes dans d'autres organisations professionnelles que nous arrivons à être partenaires, finalement? Bien, en fait, nous ne sommes pas partenaires. C'est un réseau qui est très souple. Chacun fait son travail de son côté, mais on se parle très souvent au téléphone. Et si nous avons une affaire sur laquelle nous ne savons pas comment la traiter, il y aura toujours quelqu'un dans le réseau qui a des idées. Comme vous avez pu voir, je n'ai jamais financé de film, mais vous m'avez introduit ou présenté un monsieur très intéressant. Nous n'avons pas fait le financement, mais j'ai agrandi mon réseau en trouvant 2 autres sources qui ne font que ça, le financement des films. Ah, super. Super. Donc, vous avez dit, est-ce que ça a été difficile de prendre la décision de vous débrancher de quelqu'un qui vous donnait un paycheck et de vous mettre indépendant? Est-ce que ça a été une décision très difficile? Parce que vous êtes maintenant votre propre boss, n'est-ce pas? Oui, si vous voulez, j'ai été un peu très optimiste. Au début, j'ai pris ma décision rapidement. Je n'ai jamais eu de regrets. Mais ce qui est difficile, c'est de ne plus avoir ce que vous venez de dire, la régularité d'un paycheck. Et aussi de ne pas savoir si ça va venir dans 1 mois ou dans 2 ans. C'est-à-dire tout est incertain, n'est-ce pas? Dans la mesure où on travaille, ça débouchera, mais ça ne débouche pas donc toutes les 2 semaines ou tous les mois. D'accord, donc c'est quelque chose où il faut beaucoup de courage. Enfin, il faut vraiment de la foi pour continuer. Il faut de la foi et il faut avoir ce que l'on appelle la patience de se maintenir à flot. D'accord. Et donc, il faut se lancer soi-même. D'accord, il faut avoir, disons, un petit fond. Et donc, vous-même, vous avez dû trouver quelqu'un? Oui. C'est ça. Donc, vous-même, vous avez trouvé du capital pour votre business. Si vous voulez, je travaille sur des dossiers qui ont commencé en août dernier et qui devraient se conclure, je pense, en février. D'accord, donc c'est quand même 8 mois et quelques... donc, c'est quand même... il faut de la patience. Ce n'est pas le financement traditionnel, c'est un financement qui est difficile. Et c'est pour ça que les banques traditionnelles les refusent d'ailleurs. D'accord. Ça sort de l'ordinaire. Et est-ce que vous faites la sollicitation pour que les gens... est-ce que vous... Par exemple, on va prendre un exemple concret. Alors ça s'appelle... C'est une compagnie qui s'appelle Scenic Air. Est-ce que c'est vous qui les avez appelés et leur avez offert vos services ou c'est eux qui ont appris que vous existez, vous ont contacté? Non, dans le cas particulier de Scenic Air Inc., c'est un avocat qui était leur avocat que je connaissais et qui était au courant des services que je rendais, qui m'a présenté et qui m'a mis en contact avec eux. Mais lorsque je n'ai rien d'autre à faire, en fait, je prends des annuaires et je suis un démarcheur comme tout autre au téléphone, en me présentant, en envoyant des brochures, en envoyant des fax, en assistant à des séminaires, etc. D'accord, donc vous faites du networking et autant que de vos connaissances personnelles. Et disons, étant donné que vous venez de commencer, au fur et à mesure, ce sera finalement dans, disons, 1 an ou 2 que des referrals, peut-être. Ça commence déjà. Ça commence déjà, d'accord. D'accord. Eh bien, je voudrais peut-être parce que le meilleur moyen pour les gens de comprendre ce que vous faites, c'est de parler d'un exemple concret. Donc, on va commencer peut-être par celui-là. Vous nous expliquez comment ça marche. Bien, cette petite compagnie, Scenic Air d'ailleurs, qui a été fondée et qui appartient à des francophones et des Français. Ah, d'accord.
le fondateur est pilote et a découvert aussi un créneau, c'est-à-dire la visite de Yosemite et du Grand Canyon, mais au lieu d'y aller en bus ou en voiture, d'aller en avion, en petit avion. Et alors pendant 3 ans, il louait un avion, ou en fait il avait des avions en lease. Il a essayé plusieurs fois d'obtenir le financement pour acheter un avion, et les banques lui refusaient parce que ce n'était pas une société traditionnelle, si vous voulez, c'est une petite société qui n'avait pas de grosses assises. J'ai très bien compris leur business. Leur idée. Non, surtout leur business. Je les ai aidés sur un plan financier et je leur ai trouvé l'investisseur qui leur a permis d'acquérir un avion, ce qui fait qu'ils économisent à peu près 10 000 $ par mois. Et donc, très rapidement, ils ont pu ouvrir une deuxième route et leur affaire commence à se développer régulièrement et d'une manière très rapide maintenant qu'ils arrivent à mettre ces 10 000 $ par mois dans de la promotion du marketing. Quand vous dites qu'ils ont économisé 10 000 par mois en intérêt à la banque ou En dépenses de leasing, en fait. Ah d'accord. Ah, de leasing de l'avion. C'est cela. Ah, super. Donc maintenant, ils Alors, ont pu j'ai dit acheter leur remplace- propre avion. C'est cela. D'accord, d'accord. Bon, moi j'ai compris. Je m'excuse, je ne suis pas aussi rapide que vous. Mais c'est une bonne idée finalement de les financer, mais aussi l'idée du business, c'est intéressant. Donc vous avez trouvé quelqu'un qui a aimé l'idée. Donc il n'a pas demandé trop de collatéral, c'est ça? L'avion est le collatéral, mais enfin, il a pris de croire en couple plutôt que de se baser entre des ratios. Oui, ça, c'est toujours récupérer l'avion. C'est super ça. Ok, donc c'est pas toujours c'est pas toujours un avion qu'on peut acheter. Donc peut-être qu'il y a où c'est un peu plus difficile, c'est ça? Le plus difficile a été celui-là, en fait. Ah bon? Oui. C'est pourtant une école, non? California Culinary Academy, Ouais, c'est une école. à l'époque, elle faisait partie, c'était une filiale de McKesson Corporation. Ah oui. Et McKesson avait décidé donc de se désinvestir de tout ce qui n'était pas fait et tout ce qui n'était pas liqueur. Et ils avaient besoin d'argent. Non, ils n'avaient pas besoin d'argent. Donc ils ont mis l'école en vente et le PDG de l'école a réuni un groupe qui voulait l'acheter. Il leur fallait 3 millions de $ de financement. Ça a été que toutes les banques approchées se sont tout de suite arrêtées au fait que c'était une école culinaire et l'ont mis dans la catégorie restaurant. Et les banques commerciales en général détestent financer les restaurants. Parce que c'est trop risqué. Ouais, c'est Et, un échec sur 7. Ça a été très difficile, en fait, même pour moi, de convaincre finalement une société financière. Ça n'a pas été une banque, en fait, je ne travaille pas avec les banques. Une société financière de l'Est, de la côte Est, qui a très bien compris ce que c'était et qui, vraiment, à la dernière heure, est arrivée et a financé le rachat par le premier groupe d'investisseurs de la California Culinary Academy, qui ensuite a eu un gros succès puisque maintenant elle est listée au Stock Exchange. Ah bon? Super. Super. D'ailleurs, je vous avais mentionné quand vous êtes arrivé que justement, avant mercredi, il y avait la réunion de la Chambre de commerce là-bas. Et il paraît que maintenant, au cas où vous ne savez pas, le California Culinary Academy est ouvert comme restaurant et vous pouvez manger là-bas le vendredi, all you can eat pour $7. Oui, ça a toujours été parce que le restaurant, c'est en fait l'école d'entraînement des étudiants. Donc ils servent ce C'est qu'ils ont préparé, c'est ça? Alors, ils nous ont préparé du sushi cette semaine. C'était bon, c'était très bien. Donc, alors pourquoi ils ont mis votre nom, vice-président? Vous avez quelque À l'époque, chose? j'étais associé dans une société de financement, GMI, Ah, d'accord. et j'étais donc le vice-président de cette société-là. Ah, d'accord. Et c'est ce qu'on appelle une tombstone, c'est un faire-part en fait que l'on envoie un peu partout. D'accord. C'est un élément de marketing. Et votre compagnie s'appelle comment maintenant? Ah, pour le moment, c'est juste mon nom Serge Chemla. Ah, d'accord, d'accord. Donc GMA N'existe pas. fait partie d'autre chose. Ok. Bon, ben, voyons. Alors là, c'est toujours JMA Crédit, alors, hein? Alors là, ça a l'air d'être plutôt français, c'est ça? C'est dans la bakery, c'est ça? Oui, c'était un jeune couple de Français qui ont racheté une biscuiterie en fait, qui ont élargi la ligne de biscuits à d'autres produits surgelés. Et il leur fallait acheter une ligne de production continue. Et ils ne trouvaient pas de financement, ni de leasing d'ailleurs.
Et j'ai donc trouvé du financement auprès de particuliers. D'accord. Et c'est une compagnie qui s'appelle comment? Ben, elle a changé de nom depuis et elle a changé d'endroit, mais son nom c'est French American Bakery Inc. Et je crois qu'ils ont toujours un bureau à Hayward, D'accord. Et donc, ils mettent en boîte des biscuits, c'est ça? surgelé. Ah, Ils font que du surgelé ah, maintenant. d'accord, d'accord. Et ça marche, ça va? Oui, ils sont très contents. Donc finalement, les gens que vous financez, vous priez que ça marche pour que vos clients soient contents, qu'ils fassent du notre refinancing avec vous, C'est c'est ça. ça? D'accord, on va parler là de la dernière. Serge Chamla, Saint-Raphaël, oui d'accord. Alors c'est une compagnie de Industrial Device, c'est quoi ça? Alors, c'est une compagnie qui développe des contrôles de mouvement, mouvement mécanique. L'exemple le plus simple que je peux, c'est les ailerons d'avion. Ah. Au moment du décollage ou de l'atterrissage, lorsque une partie de l'aile se monte et se descend à un certain degré, tout cela est contrôlé par des systèmes que cette petite société a mis au point, qui est à la pointe de cette technologie. Et donc les compagnies d'aviation, l'aérospace, les compagnies d'aérospace, les fabricants d'automobiles, tout ce qui bouge, si vous voulez, sont leurs clients. Ah d'accord. C'est une petite compagnie qui s'est très bien développée, mais Qui qui a avait fait besoin une d'un erreur, million, qui a commis une erreur en 1994 de payer la recherche de nouvelles technologies au lieu de mettre les dépenses de ces recherches-là en fonds d'investissement. Et donc, ils ont enregistré une perte et la banque commerciale qui était avec eux depuis 10 ans s'est alarmée de cette perte et les a invités à partir ailleurs. Oh, donc ils sont venus chez vous? Non, ils ne sont pas venus chez moi, ils ont fait le tour des banques et puis toutes les banques ont vu, vous perdez de l'argent, on ne peut pas vous prendre. Ah d'accord. Et c'était leur première perte en 12 ans. Alors j'ai compris le problème. Bon, il n'y a eu aucune difficulté ensuite à rectifier un peu l'erreur qu'ils avaient fait et à trouver des financiers qui étaient intéressés et qui ont mis non seulement le montant qu'ils devaient à la banque, mais leur ont rajouté encore 500 000 $ pour développer encore de nouveaux produits. Ah super, alors ça aussi c'est un success story. Ah d'accord. Et donc les clients sont contents? Les clients sont contents, les investisseurs sont contents. Et les investisseurs sont contents. D'accord, mais c'est très intéressant. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui ont quelque chose à voir avec les avions. Vous devez aimer les avions. C'est quelque chose... Vous devez peut-être... C'est le hasard. Le hasard. Ok. Donc, et est-ce que vous avez... Donc, il y a, disons, ça c'est culinerie, ça c'est biscuit. Quel genre de gens qui vous approchent, maintenant pour parler un petit peu du côté négatif, et que vous ne pouvez vraiment pas prendre? Donnez-nous un exemple. Comme je vous ai dit, en fait, je ne refuse personne. C'est un degré de difficulté. Ah bon? La seule chose que je refuse, c'est les prêts aux consommateurs. Ah d'accord. Les prêts aux particuliers, nous ne le faisons pas. Mais les plus difficiles sont tout ce qui est dans la restauration Ah d'accord. et tout ce qui touche aux services, en fait. Services qui n'ont pas de produits concrets. D'accord. Autrement dit, un consultant, c'est pratiquement impossible de le financer. Parce que il peut pas Il n'y a rien comme collatéral. collatéral à part le fait sa matière grise. Exactement. J'ai un client en ce moment qui a été approché par une société pharmaceutique multinationale qui lui ont demandé de développer certaines techniques biomédicales pour des produits de livraison, si vous voulez, des drogues ou le travail de recherche dans les laboratoires médicaux. Les brevets qu'il a développés sont détenus ensemble par le particulier, l'ingénieur lui-même et la société. Et au bout de 3 ans, sa société, si vous voulez, de consultant maintenant, est arrivée au point où il pourrait se mettre au niveau d'une société commerciale à plein pied. Et il a donc, besoin d'argent. je l'ai rencontré et nous travaillons ensemble pour financer sa société et ne plus dépendre, si vous voulez, de cette société pharmaceutique qui, en fait, lui a mis le pied à l'étrier. Sans lui donner de capital risque, si vous voulez, l'a aidé à développer.
Et donc, si vous voulez, c'est dans ces industries-là que nous pouvons vraiment intervenir, des ingénieurs, des consultants qui développent quelque chose, qui arrivent à une certaine maturité au bout de 2-3 ans et qui, à ce moment-là, peuvent créer une société que nous pouvons financer. À l'inverse des venture capitalistes qui, eux, prennent l'ingénieur avec une idée ou une théorie, ne serait-ce que sur du papier, et qui les financent tout à fait au départ à la naissance. Nous ne faisons pas cela, ce n'est pas notre travail. Notre travail, si vous voulez, c'est une fois que les produits sont développés. Ils sont déjà là, ouais. Alors, pour financer de nouveaux produits, là, nous pouvons ensuite intervenir. D'accord. Voilà. D'accord, donc il faut qu'il y ait quand même quelque chose, qu'il y ait, disons, un démarrage, quelque C'est part. ça. Quelque part. D'accord. Une fondation au moins. D'accord. Par exemple, si par exemple Nadav veut commencer une radio aux États-Unis où il pourrait diffuser des programmes qu'il produit, il pourrait peut-être dire voilà, j'ai fait ça avant ou quelque chose comme ça, et puis c'est à la personne de décider si ça vaut le coup, c'est ça, comme ça. Quelque chose comme ça. Ou alors avoir des contrats, comme nous en avons vu pour les films. Ah oui. Avoir déjà des contrats de distribution, même si le film n'a pas été déjà produit. À propos, ça avance un peu pour Chuck ou pas? Je ne sais pas encore. J'ai toujours pas eu de nouvelles de Laurent Donc- et de son contact. Ah d'accord, donc il regarde le film encore. Non, il a envoyé la carte à New York. Ah d'accord, d'accord. Donc en fait, justement, c'est un processus assez lent et les gens de l'autre côté, enfin le client, enfin comme le producteur du film, ils deviennent très impatients pour ce. Bah oui, mais les gens qui ont l'argent ne se délestent pas de leur argent aussi facilement. D'accord. Et des fois, ils ont plusieurs proposals sur la table et donc ils doivent choisir qui. C'est la concurrence. C'est ok. Et est-ce que vous essayez peut-être aussi de vous développer un peu internationalement du point de vue quelqu'un qui a une bonne idée, par exemple, dans un pays étranger, peut vous contacter? Eh bien, récemment, j'ai renoué avec un de mes contacts en Suisse. Ah d'accord. Alors, c'est tout à un autre niveau. C'est un minimum de 50 millions de dollars et plus. Ouh. Et Ça fait mal. ça se joue au niveau mondial. Ah d'accord. Alors, c'est tout à fait récent. C'est un de mes associés avec qui j'ai travaillé la dernière fois, il y a 10 ans. Il a pris une semi-retraite et puis il ressort de sa semi-retraite et nous avons repris contact. Et nous allons développer donc ce marché, si vous voulez, mais alors c'est pour des acquisitions ou des investissements de 50 millions de dollars et plus. Waouh. Et donc, vous avez donc aucune disons, appréhension quand vous approchez quelqu'un qui peut financer en donnant des chiffres énormes. Vous devez d'abord savoir s'ils ont ce montant à investir ou à dire. Oh bah oui, il faut connaître les joueurs. Il faut savoir qui est les big players, c'est ça? D'accord. Et lorsque vous étiez, par exemple, vous avez dit que vous avez travaillé dans les banques commerciales pendant 15 ans, vous avez aussi fait des gros deals comme ça, des grosses... Oui. Ah d'accord. J'ai fait de la banque de consommateurs, banque de détail et aussi bien de la banque au niveau corporate et multinational. Ah d'accord. Et c'était quelle banque? La BNP Ah. et ensuite la Bank of the West. Ah d'accord. Donc vous n'étiez pas ici par contre? Si, j'ai commencé à l'ouverture de la BNP ici. Ah d'accord. 1er octobre 69. Ah d'accord, parce que moi j'avais invité Jacques Tulipe, donc vous le connaissez. Non, ça c'était Crédit Agricole. Non, BNP c'était Jean-Pierre Bernard, etc. C'est ça? Oui, Jean-Pierre Bernard est arrivé après que j'ai quitté la BNP. Ah d'accord. Ben, Jean-Pierre Bernard, oui, nous a sponsorisé brièvement, etc. Donc oui, donc vous avez travaillé avec la BNP qui est une des plus grandes banques donc, de France. Enfin, C'est cela. D'accord. Ben, donc vous avez un très grand background dans le financement de plusieurs idées, etc. Mais je me rappelle, bien que ce n'est pas une banque avec laquelle vous avez travaillé, j'avais interviewé Jacques Tulipe du Crédit Agricole et il m'a dit de temps en temps on prend un risque. C'est-à-dire, des fois, bon, ils veulent des super collatéraux et tout ça, mais de temps en temps, si par exemple il y avait quelqu'un qui voulait vendre des fleurs, des tulipes, etc., ils ont pris le risque et ça a marché. Donc, et aussi quelqu'un qui voulait faire des cartes postales. Donc, et aussi, est-ce que vous, personnellement, vous jugez l'idée, si elle vous plaît ou pas? Absolument, il faut que j'en sois convaincu. Sans ça, je ne pourrais pas les convaincre un investisseur. D'accord. Donc vous savez que vous-même vendu. Pour toute affaire que je retiens, en général, je décline 2 ou 3. Ah bon, parce que c'est Mission Impossible. Non, soit que les animateurs ne sont pas à la hauteur,
Ah. Donc, j'estime qu'ils ne sont pas à hauteur, ou alors que j'ai pas de tout à fait bons renseignements sur eux. Les produits ne sont pas vraiment concurrentiels. D'ailleurs, pour revenir au DBF qu'on a mentionné au début du programme, j'ai remarqué parce que moi ça fait quand même pas mal que j'y vais, et j'ai remarqué qu'il y a au DBF plus de gens qui recherchent du capital que de gens qui offrent du capital. Donc vous êtes un des rares, disons, qui est de l'autre côté. Ben, je vais là où sont ceux qui recherchent du capital. D'accord, d'accord. Donc vous avez... Pour moi, il n'est pas difficile de trouver les sources de fonds. Ah d'accord. Donc oui, d'accord. Donc le DBF, en fait, il y a certains meetings où beaucoup de ce genre de choses, de gens peuvent être là. Enfin, ça dépend. Il y a des